Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé a présidé un atelier de formation portant sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite au profit d'une soixantaine d'imams, leaders religieux de la capitale. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud allège ses mesures sanitaires dues au Covid-19. Eh bien, à la une de ce 22 heures, c'est la conférence des présidents conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ahmed, qui s'est réuni ce matin en vue de statuer sur la transmission des textes en instance aux commissions permanentes. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, l'auditoire étant composé de la deuxième vice-présidente, du secrétaire questeur, des présidents des groupes politiques, des présidents et présidentes des commissions permanentes, de la rapporteure générale du budget. Ainsi, 5 projets de loi ont été transférés aux commissions compétentes. Un premier projet de loi portant sur la transformation de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermie et en établissement public, industriel et commercial. Et le projet de loi portant sur l'organisation du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, ainsi qu'un autre projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Eh bien, toujours à l'Assemblée nationale, où la commission des affaires étrangères qui s'est penchée aujourd'hui sur le projet de loi portant ratification des statuts du Centre international de génétique et de la biotechnologie. Ainsi, la réunion qui a regroupé les membres de la commission et un député non-membre a recueilli les éclairages du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, accompagné du directeur général du CERD, Dr Jalaluddin. Au terme de discussion, les membres de la commission ont donné un avis favorable au texte étudié pour sa transmission en séance publique. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé un atelier de formation et d'information portant sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite au profit d'une soixantaine d'imams et leaders religieux de la capitale. Organisée dans le cadre de la promotion de la vaccination contre la poliomyélite, cette session de formation et d'information a été organisée en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Le ministère de la Santé a souligné le rôle crucial des leaders religieux dans la sensibilisation des proximités afin de promouvoir la vaccination contre la polio au sein de nos communautés. En effet, le ministre a tenu en haute estime les imams et les leaders religieux pour leurs actions quotidiennes pour conscientiser la population à la problématique de santé publique, notamment dans les prêches du vendredi. Eh bien, toujours dans le domaine de la santé, une autre formation, cette fois-ci une formation de recyclage sur les bonnes pratiques du planning familial au profit d'une trentaine de sages-femmes issues des différentes maternités du pays. Organisée avec le concours de l'OIM, cette session formative portait sur les méthodes contraceptives de longue durée et sur le planning familial post-partum immédiate. Cette formation de 4 jours a vu la participation des sages-femmes des services de santé des corps d'armée et de sécurité comme la gendarmerie, la police, les forces armées djiboutiennes et la garde-côte. L'objectif de cette formation est d'améliorer la prise en charge de la planning familiale dans une approche basée sur l'humanisme, l'équité et aussi une meilleure proximité avec les patientes et les patients. Selon la responsable de la direction Santé, mère et enfants, Mme Fatouma Ali Abdallah, elle a souligné que ces efforts permettent à l'instauration des meilleures pratiques et le rehaussement de la qualité des prestations sur le planning familial, concourant à la baisse de la mortalité maternelle à Djibouti. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'OIM, qui ont organisé avant-hier la clôture de l'atelier national de vulgarisation de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora à l'hôtel Kempeski. La République de Djibouti compte une importante diaspora dans le monde, estimée à plus de 50 000 individus. Pour tirer parti des avantages que les diasporas peuvent apporter au développement de leur pays d'origine, la République de Djibouti entend institutionnaliser son engagement avec la diaspora par le biais d'une stratégie nationale d'engagement de la diaspora.
afin de renforcer sa coopération avec la diaspora et mieux soutenir les actions de cette dernière. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a signé en septembre 2015 un accord cadre avec le Global Djibouti Diaspora. Ces stratégies constituent également une feuille de route pour le renforcement des relations entre les pays et la diaspora, conformément aux principes et objectifs à la vision 2035 et les plans de développement nationaux et locaux. Eh bien, dans le cadre de la deuxième édition de la fête de la lecture, les rencontres entre les écrivains et auteurs djiboutiens et les élèves ont démarré dans tous les établissements scolaires du pays. Il faut dire que là, la fête de la lecture est un événement scolaire parrainé par la Première Dame qui cherche à cultiver le goût de la lecture et renforcer les apprentissages par la mise en place d'activités riches et diversifiées, suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. Une dizaine d'écrivains et auteurs djiboutiens sont associés à cet événement, dont les activités sont riches et variées, avec au menu des dons aux établissements scolaires, d'œuvres littéraires, des écrivains identifiés, des animations dans les centres de documentation et d'information, par des amoureux de la lecture. Les documentalistes et les enseignants de chaque établissement scolaire, des ateliers de lecture et d'écriture animés par des écrivains, la lecture des contes, ainsi que les témoignages des moments de partage où les enfants auront l'occasion de parler de leur lecture ou de leur écrit pour favoriser la mutualisation des initiatives des établissements. Nous voulons que dans chaque établissement, dans chaque classe, les élèves soient sensibilisés sur cette problématique. Nous voulons que nos enfants aient un rapport privilégié avec la lecture. Nous sommes convaincus que si nos élèves lisaient davantage, leurs résultats seraient meilleurs. Je vais profiter de l'occasion pour remercier vraiment sincèrement les écrivains qui ont bien voulu donner de leur temps. Cette année, ils sont une dizaine. Ils passent dans une trentaine d'établissements pour justement allumer cette flamme et inciter nos élèves à lire davantage. Et pour les élèves, c'est une occasion d'associer une œuvre à son auteur. Je remercie infiniment les auteurs qui participent de manière active à cette fête de la lecture. Et bien sûr, je remercie vraiment de manière solennelle et sincère les organisateurs de la fête de la lecture. Et en premier lieu, l'inspectrice générale, Madame Mouna. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'eau, l'Office national de l'ONEA de Djibouti, qui a entamé une tournée de visite pour les élèves des terminales S du lycée de Balbala dans les différentes stations de forage de la République de Djibouti. Eh bien, durant la tournée, les élèves du lycée de Balbala se sont rendus en premier lieu à la station de pompage d'Ambouli. Puis après, les élèves ont pu visiter le forage de Nagad, suivi de celui de Douda, pour enfin finir leur tournée avec la visite de forage de PK12. Rappelons que la Journée mondiale de l'eau, que le thème choisi pour cette année est l'eau souterraine. C'est l'occasion pour les sociétés et entreprises en charge de la distribution de ce liquide précieux et de la gestion des eaux usées de mettre en exergue les progrès réalisés dans ce domaine. Grâce à cette journée de célébration de l'eau, les élèves du lycée ont pu bénéficier des savoirs nécessaires pour mieux préparer leurs projets scolaires.
Nous sommes venus ici pour faire notre projet, pour améliorer notre projet. L'ONEAD nous a visité beaucoup des forages. Il nous a facilité notre projet, qui est l'eau souterraine. Il nous a beaucoup aidé. On a visité beaucoup de forages à B13, à Douda. On les remercie. C'était vraiment généreux de leur part. On change de thème ou direction le Campeski Palace ou le forum régional des médias sur les meilleures pratiques en matière de couverture de l'extrémisme violent s'est tenu au Campeski Palace. Ce forum organisé par l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent a été présidé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al Hassan, et le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workeni Gebeyou, et a vu la participation de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Hayden O'Hara. Ce forum a été organisé au profit des journalistes de la presse écrite et l'audiovisuel des pays de la région de l'IGAD et qui avait pour objectif de prévenir de lutte contre l'extrémisme violent qui circule sur les réseaux sociaux. Les médias doivent être constamment vigilants. Un tel événement leur permet de rester sur leur garde. Ainsi, ce forum permettra de prévenir et lutter contre la poussée d'extrémisme violent pour avoir les meilleures pratiques qui permettront de maintenir les normes professionnelles à respecter. Voici les propos du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al Hassan, lors de ce forum. C'est pour moi un plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cet important forum régional sur le rôle des médias dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Votre présence à cet atelier témoigne de l'intérêt fort que vous accordez à cette thématique sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Il est largement reconnu qu'au cours des dernières années, l'utilisation d'Internet par des extrémismes comme moyen de diffuser de la propagande, de collecter des fonds, de recruter des membres et de communiquer avec des militants s'est développée de manière exponentielle. Les groupes extrémistes utilisent également l'Internet comme camp d'entraînement virtuel, établissant diverses formes de communication en ligne privée et de personne à personne ou de groupe à groupe pour échanger des expériences et des connaissances. Il est à craindre que divers groupes extrémistes utilisent des messages qui menacent la stabilité internationale, la cohésion sociale et les droits de l'homme. À cet égard, nous saluons le rôle joué par l'IGAD dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme par le biais de la création d'un centre d'excellence pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Direction le Sud, où la fondation Diwan Al-Zaka a distribué le collecte de la Zaka de l'année 2021 aux bénéficiaires de la région de Dikil. C'est plus que 108 familles de la ville de Dikil, de la région de Dikil et des sous-régions qui ont pu bénéficier des fonds de la Zaka. La fondation a également distribué des parrainages d'orphelins, notamment la 3e et 4e promotion. 83 orphelins, compte tenu de l'avènement du mois béni du Ramadan. Le Diwan a également distribué à tous les bénéficiaires des distributions de zakat et des parrainages, ainsi qu'aux imams et muezzins des mosquées. La cérémonie de distribution se déroulait en présence du préfet de la région, du président du conseil régional, le directeur général du Diwan al-Zaka, Suleiman Moussa, et de ses proches collaborateurs. En outre, les cadres du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf ont participé à la cérémonie. À cette occasion, les responsables de la région ont tour à tour mis en exergue le rôle prépondérant que la fondation Diwan al-Zaka joue dans la lutte contre la pauvreté. Il rappelle que la création de cette fondation faisait partie d'une série de mesures par laquelle le chef de l'État a décidé de lutter contre l'extrême pauvreté et la pauvreté relative. Ils exhortent les Djiboutiens nantis à contribuer davantage dans l'accomplissement des nobles actions de bienfaisance de cette fondation, 3e pilier de l'islam, après l'attestation des foi et la prière. La zaka est une obligation pour nous tous, ont-ils dit en substance. Eh bien, le directeur général de Diwan al-Zaka, M. Suleiman Hussein, a indiqué dans son discours lors de la cérémonie de distribution de la zaka les salutations du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf aux habitants de la région d'Ikil. Il a ajouté que nous sommes venus dans la région afin de distribuer le produit de la zakat de l'année écoulée, ainsi que les cotisations des orphelins du parrainage, en plus de distribuer des dates aux bénéficiaires
les distributions des imams et muezzins de cette région. Il a souligné que cette organisation Diwan al-Zaka, qui est aujourd'hui le socle de l'entraide de notre pays, est créée par le président de la République, son Excellence Ismaël Maghali. L'initiative consiste à soutenir les groupes sociaux les plus nécessiteux de notre pays. On change de bord, direction le nord, où la majeure partie des populations ruraux de la région de Tadjoura est affectée par les effets néfastes de la sécheresse, surtout dans la sous-préfecture éloignée, située à la frontière avec l'Éthiopie. Dans les campements situés, comme vous le voyez sur les images, situés dans Doura et Balhou, ainsi que les localités du Moussa Ali, les secteurs et les conséquences sont palpables, surtout ces 3 derniers mois, selon les témoignages des nomades. Il rappelle qu'il n'a pas plu depuis très longtemps et les troupeaux n'ont pas de pâturage. En plus du manque d'herbe, les animaux sont victimes des maladies. Les bêtes devenues faibles sont en train de mourir par vagues. Toutefois, les sécheresses récurrentes de la région de Tadjoura ont aggravé la vulnérabilité du cheptel, principale source de subsistance des familles nomades, des secteurs éloignés des centres de décision administrative. Les familles entrent dans la précarité par cause de cette situation. Le chef coutumier des secteurs qui ont pu visiter par une équipe en présence du sous-préfet de Doura craignent que les mois à venir seront très difficiles et réclament une assistance pour venir en aide à ces familles nomades qui n'ont pas d'autres sources de revenus. Et dans la page nécrologie, c'est avec une grande tristesse et profonde tristesse que nous avons appris le décès survenu dans la soirée du 20 et 21 mars de Jam' Soubanedir, né en 1956 à Rolol. Jam' Soubanedir laisse derrière lui une grande famille, dans sa femme une dizaine d'enfants et des petits-enfants. Ancien retraité des forces armées djiboutiennes et de l'agence djiboutienne des routes, durant une trentaine d'années où il a servi la patrie avec ferveur et patriotisme, Jam' Soubanedir était très connu pour son engagement et comportement digne, de sagesse, humble et généreux. Le défunt a été également très apprécié tous ses compatriotes pour son accessibilité à sa sympathie naturelle envers sa communauté. En cette circonstance douloureuse, la direction générale de l'ensemble des personnels de la radio-télévision de Djibouti adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, en particulier son fils, Mokhtar Jam' Soubané, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, au moins 953 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre, selon un dernier décompte publié mardi par l'Organisation des Nations Unies par voie de communiqué, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut savoir qu'au moins 953 civils ont été tués et plus de 1557 blessés pendant la période allant du 24 février au 22 mars. Le HCR estime que le nombre de morts et de blessés civils serait considérablement plus élevé. Et je vous le dis dans le titre, l'Afrique du Sud a annoncé diminuer ses restrictions sanitaires. Cyril Ramaphosa a détaillé les mesures comprenant la suppression du port du masque en extérieur, mais aussi du test négatif pour les voyageurs vaccinés venus de l'étranger. Les personnes vaccinées ou avec un test négatif pourront se rendre dans les lieux socioculturels, mais la jauge reste réduite. Bien que la pandémie ne soit pas encore terminée et que nous restions prudents, nous constatons que de nombreux aspects de notre vie quotidienne reviennent à la normale, a-t-il déclaré le président sud-africain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.